Surnommée la mère de toutes les batailles, la bataille de Stalingrad se déroule de juillet 1942 à février 1943. Au prix de centaines de milliers de vies humaines, les soviétiques vont résister infatigablement à l'avancée allemande et littéralement inverser le cours de la guerre. Après cet échec ô combien symbolique, Hitler, menacé sur le front de l'Est, ne pourra plus que retarder l'échéance de la victoire finale des Alliés. Retour sur un affrontement hors norme. Comme d'habitude, le contexte, en 1941, Hitler rompt le pacte de non-agression conclu en 1939 avec Staline et déclenche l'opération Barbarossa en se concentrant sur le front de l'Est. Les armées allemandes s'emparent tout d'abord de Leningrad, ensuite de l'Ukraine, et lors d'une troisième opération militaire, l'objectif est très clair, le sud de l'Union soviétique. Pourquoi le sud? Eh bien tout d'abord, au sud, il y a Stalingrad. Stalingrad, à l'époque, c'est le premier centre industriel soviétique. On y compte 600 000 habitants. Cette ville qui s'étend le long de la Volga compte un grand nombre d'usines, notamment des usines d'armement, et c'est aussi un centre de communication important entre les réserves de pétrole du Caucase et le reste de l'Union soviétique. En gros, si Stalingrad tombe, les Allemands peuvent envahir le Caucase et donc avoir accès aux réserves de pétrole des soviétiques et leur porter un coup terrible. Et en plus de ça, pour couronner le tout, Stalingrad, Staline, c'est la ville de Staline, c'est un symbole qui est très cher aux soviétiques. Pour mener cette opération, Hitler va s'appuyer sur l'armée allemande bien évidemment, mais aussi sur des divisions italiennes, roumaines et hongroises. Dans un premier temps, les Allemands se dirigent vers Stalingrad et pour les ralentir, les Russes provoquent des incendies, des feux de forêt, ils détruisent des barrages et ils appliquent ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Non, brûler leur propre ville, leur propre pays, ça leur ressemble pas du tout aux Russes. Bref, on va éviter ce sujet parce que moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs. En juillet, les troupes allemandes arrivent à proximité de la ville. Alors tout d'abord, ce sont des bombardements massifs que la Wehrmacht dirige en direction de Stalingrad et particulièrement des voies de chemin de fer pour couper le ravitaillement aux Russes. En août, la 6e armée allemande et la 4e armée blindée vont lancer une grande offensive et ça va permettre le 5 septembre aux divisions de Paulus d'entrer dans les faubourgs de la ville et c'est là que commencent les terribles combats de rue de Stalingrad. Parce qu'après les bombardements, après l'offensive des blindés, la ville est réduite à l'état de ruine et les Russes sont au fait de transformer cette ville en ruine en une véritable forteresse. Les Russes vont se montrer maîtres dans l'art de tendre des embuscades partout au milieu de ces ruines. Ils vont même pousser la chose jusqu'à parvenir à dissimuler des chars entiers. Et à noter aussi, et ça a provoqué une véritable terreur chez les soldats allemands, que la ville était truffée de snajperski, c'est-à-dire de tireurs d'élite. Si vous avez vu le film Stalingrad, vous savez de quoi je parle. Fin septembre, appuyés par leurs chars, les Allemands parviennent à atteindre la Volga. Début octobre, les Russes envoient des renforts, 200 000 hommes, dont une division d'élite de la garde. Là, les combats redoublent d'intensité, je ne rentre pas dans les détails, il y a eu des combats terribles, notamment autour de l'usine Octobre Rouge et de l'usine Barricade, qui produisaient de l'armement. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois d'octobre, la plus grande partie de la ville était aux mains des Allemands. Et malgré tout ça, malgré le fait que les Russes, à ce moment-là, étaient totalement coincés entre les canons allemands et la Volga qui était gelée, ils n'avaient pas le droit, hein, ça je le précise, les Russes n'avaient absolument pas le droit de battre en retraite sous peine d'être fusillés. Et bien malgré tout ça, et malgré d'énormes pertes, les Russes vont réussir à contenir les Allemands. Et grâce à cela, eh bien, c'est en novembre 1942 que le tournant de la bataille a lieu, c'est la contre-offensive violente des Soviétiques. Les combats sont d'une violence terrible, les lignes allemandes sont percées, les armées roumaines, italiennes et hongroises sont totalement anéanties et Paulus se retrouve pris au piège, coincé, encerclé dans Stalingrad. Les Allemands sont totalement pris au piège, encerclés, leur ravitaillement est coupé, la 6e armée de Paulus ainsi qu'un corps d'armée de la 4e armée Panzer, soit 22 divisions et 160 unités, sont pris au piège dans la ville. On dénombre ça à peu près à 300 000 hommes. À ce moment-là, Paulus reçoit un ordre personnel du Führer qui lui ordonne, je cite, de vaincre sur place ou de mourir. Autant dire que Popol, il se retrouve dans une situation assez compliquée. Les Allemands vont alors tenter le tout pour le tout. Du 12 au 23 décembre, l'opération Orage d'hiver est déclenchée avec pour but de briser les lignes soviétiques
au sud-ouest de la ville. Le but était évidemment de tenter de libérer les Allemands pris au piège dans Stalingrad. Malheureusement pour les Allemands, l'offensive va s'arrêter à 55 km de l'enclave. Durant le mois de janvier, Stalingrad, qui était alors des deux côtés la mère de tous les enjeux avant d'être la mère de toutes les batailles, fut presque entièrement reprise par les Russes. À ce moment de la bataille, les Allemands sont vraiment dans une situation critique. La Luftwaffe ne peut plus parachuter que 20 à 50 tonnes de matériel et de vivres par jour, alors qu'il en aurait fallu au moins 500. Sur place, les soldats allemands, qui n'avaient même pas de vêtements adaptés à l'hiver russe, souffrent énormément. Ils sont là à attendre la mort, gelés, sans nourriture, sans matériel et sans munitions. Évidemment, les chevaux ont été mangés puisque les rations de pain ont très vite été fixées à 100 grammes par jour et ensuite à 60 grammes par jour. Le 8 janvier 1943, Paulus va devoir refuser un ultimatum qui lui proposait une capitulation honorable. Pourquoi? Eh bien parce que Hitler lui a dit de vaincre ou mourir. Néanmoins, le 24 janvier, après de lourdes pertes, Paulus voit que ses hommes n'en peuvent plus, qu'il n'y a plus rien à en tirer, qu'il n'y a plus rien à faire. Alors il va demander directement à Hitler l'autorisation de capituler et ce dernier va lui répondre « Nein ». Pas très commode. Ainsi, alors que les Allemands ne tenaient plus qu'une poche de résistance de 100 km² à peine, les Russes vont déclencher l'opération Cercle. Le 27 janvier, ils vont donc commencer à nettoyer un petit peu partout toutes les zones de résistance allemande qui ne pouvaient plus faire grand-chose puisque dans ces conditions, ils n'étaient plus du tout en état d'affronter un siège et encore moins un assaut frontal. Le 2 février, c'est là que la bataille de Stalingrad prend fin parce que Paulus, qui avait été capturé 3 jours avant, n'a plus d'autre choix que de demander la capitulation. Ainsi, c'est la première fois qu'un maréchal allemand, puisqu'il avait été promu maréchal quelques jours avant, c'est la première fois qu'un maréchal allemand est capturé et capitule. Voilà donc les soviétiques victorieux après une résistance absolument acharnée et des centaines de milliers de tués. Alors le bilan de la bataille de Stalingrad, les chiffres varient énormément. Ce que je peux vous dire, côté allemand, au moins 150 000 tués, c'est gigantesque. Et côté russe, c'est encore pire, de 200 à 400 000 tués. Pas de la petite bataille de tapette, quoi. Grâce à cette victoire, les yeux du monde étaient rivés sur Stalingrad, et bien grâce à cette victoire, l'Union soviétique va donc prouver sa force et commencer à menacer l'Allemagne sur le front Est. Stalingrad est bien le tournant de la guerre et va enclencher les victoires alliées. Merci de votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine où je vous retrouverai, comme d'habitude, pour un nouvel épisode de La Petite Histoire sur TV Liberté. À bientôt.